Dans ce petit village du Gers, les habitants sont venus pleurer leur châtelaine. Ici, tout le monde l'appréciait. Elle était très intégrée dans la vie locale. Une grande disparition parce qu'elle était toujours présente. Donc elle va nous manquer. Un cœur extraordinaire et qui était toujours prête à rendre service ou à dépanner quelqu'un. J'étais voisin pendant 15 ans de la vicomtesse. C'est une femme remarquable qui nous accueillait avec chaleur, sympathie. Michel de Castelbajac, 78 ans, était vicomtesse. Elle était propriétaire du château de Caumont, qui fait la renommée du village. La châtelaine était la cousine par alliance du célèbre couturier Jean-Charles de Castelbajac. Une famille à l'histoire millénaire, proche depuis des siècles de la famille royale d'Angleterre. En 1989, la reine-mère en personne était venue leur rendre visite. Si tout le village est sous le choc aujourd'hui, ce n'est pas parce que la vicomtesse fréquentait du beau monde, mais parce qu'elle est morte dans des circonstances effroyables. Le 12 novembre dernier, il est 13 h. La vicomtesse est seule chez elle, pendant que le gardien est parti déjeuner. Mais il reçoit un coup de téléphone de sa patronne. Elle a l'air paniquée. Elle lui dit qu'elle aperçoit un homme en train d'entrer par effraction. Puis au bout du fil, il entend des cris et l'appel est coupé. Inquiet, le gardien prévient les gendarmes et se précipite au château. Sur place, les forces de l'ordre découvrent Michel de Castelbajac gisant dans une mare de sang dans sa cuisine. Elle a eu le crâne fracassé à coups de pierre. L'agresseur, prostré, est interpellé sur place et reconnaît les faits. Il s'appelle Arnaud Larieux, a 28 ans, et tient ce propos étrange. Je suis ici chez moi. Que signifie cette phrase? Qui est cet homme? Est-ce une vengeance personnelle, un contrat ou un vol qui aurait mal tourné? Dans cette partie du Gers, la vie tourne autour du château de Caumont. Une propriété de 50 hectares où les habitants du village venaient souvent travailler. Depuis 35 ans, elle appartient à Michel et Jean de Castelbajac, un couple hors norme dont l'histoire commence dans les airs. Michel est une belle aventurière. Elle est infirmière spécialisée dans le rapatriement sanitaire. Jean est commandant de bord, vicomte et aristocrate. Entre eux, c'est le coup de foudre. Ils se marient. Michel devient la vicomtesse de Castelbajac. Mais elle ne se range pas pour autant. Avec Jean, pendant des années, ils vont parcourir le monde, en avion ou en bateau, toujours ensemble. Attendez. Leur complicité faisait l'admiration de leurs amis, comme Marie-Claire. Réveillons dans une des salles de garde du château. Et là, vous y voyez monsieur et madame de Castelbajac. Bon, c'est un couple extraordinaire qui se chipoutait, mais qui s'adorait. Très attendrissant et très réjouissant. On aurait envie de vieillir comme ça. Après des années à parcourir le monde, ils posent leurs valises en 1979 au domaine familial, racheté à des cousins éloignés. Guylain, leur fils unique, a passé son enfance ici. Il se souvient de ces instants où ses parents se voyaient en commandant de bord de leur immense propriété. Ils se croyaient sur un bateau, en fait. Ils ne parlaient pas de visiteurs, ils parlaient de passagers. Vous voyez. Mon père était à son bureau, à la fenêtre. Et il appelait maman en disant « Michel, tu as 4 passagers qui arrivent. » Et ils avaient des talkie-walkie, c'est tellement grand pour discuter entre eux. Pour financer la restauration et l'entretien du majestueux château, ils le louent régulièrement pour des réceptions, des concerts ou des tournages. En bonne communicante, pour promouvoir les visites payantes, Michel de Castelbajac fait même venir la télévision locale. Cette chambre, nous l'appelons la chambre du roi, parce qu'Henri de Navarre est venu ici, et puis dans un château, il faut une chambre du roi, sinon un château sans chambre du roi, ce n'est pas un château.
Et c'est Madame la Châtelaine en personne qui joue au guide. Nous sommes vraiment les petits artisans des monuments historiques. Moi, je suis un peu le guide orchestre, c'est-à-dire je fais tout. Voilà, je vais vous montrer un petit peu. Pour leur amie Marie-Claire, les Castelbajac restaient des gens simples. Leur statut de châtelain ne leur venait uniquement que de leur lieu d'habitation et pas d'autre chose. Parce qu'après, c'était des personnes comme vous et moi. Mais les Castelbajac faisaient-ils malgré tout des envieux? Leur statut d'aristocrate a-t-il pu attiser des jalousies et des convoitises? Il n'y a plus rien là. C'est en tout cas ce que croit leur fils Guilain. Il y a des jalousies, il y a des gens qui n'ont pas digéré, enfin qui ne comprennent pas justement, qui pensent que le châtelain est là, enfermé, qu'on vit comme des princes, ce qui n'est absolument pas le cas. Peut-être ce sont des incompréhensions. Elle n'a jamais été, je sais pas, des menaces ou des problèmes je sais pas, des conflits. Je ne vais pas parler de ça pour l'instant, c'est encore dans l'enquête. Guilain ne veut pas en dire plus, mais une chose est certaine, pour lui, le tueur n'est pas arrivé par hasard. Jean de Castelbajac est décédé en juillet dernier. Depuis, Michel vivait seul, protégé par un gardien. Ce qui intrigue Guilain, c'est que sa mère s'est fait agresser le seul moment où le gardien s'absentait. C'est ça qui est très étrange. C'était le moment, la pause déjeuner, si vous voulez. Donc, pas de hasard, à mon avis. Et puis pour venir ici, vous avez vu comment on vient. On ne vient pas par hasard. Il y a 1 kilomètre de chemin, quand même. Des barrières, des chiens, etc. Ça a été calculé. Il fallait tout savoir. Ouais. Tout savoir. Tout. Comment y aller, qui était là, les horaires, comment entrer. Le tueur présumé en voulait-il précisément à la vicomtesse? Avait-il un contrat pour l'éliminer? Quand les gendarmes l'interrogent, ils ne découvrent aucun lien avec Michel de Castelbajac. C'est une toute autre histoire qu'ils mettent à jour. Arnaud Larieux grandit à Troyes avant de déménager dans la région d'Agen, dans le sud-ouest de la France, avec sa famille. Le jeune homme se cherche. Après une formation dans le domaine viticole, il part à Paris, travailler pour une banque en ligne. Mais la finance ne le passionne pas. En 2011, il s'inscrit dans cette école de web design. Boris est son seul camarade de promotion à avoir accepté de témoigner, mais de manière anonyme. C'était un type sympa, simple, assez fin, discret, mais tout à fait normal. Enfin, c'était vraiment une personne avec qui on peut devenir, je pense, pote. Mais ce ne sera pas le cas, faute de temps. Alors qu'ils travaillent ensemble sur un projet de groupe, Arnaud va avoir un comportement étrange. Arnaud est parti en cours de projet, un peu du jour au lendemain, sans laisser de nouvelles. Il est revenu seulement 1 mois après, un peu à la fleur au fusil, comme si de rien. Il nous a justifié effectivement son absence par effectivement des problèmes familiaux, des problèmes perso. Et 1 mois plus tard, il est parti définitivement, sans donner aucune nouvelle. Boris ne reverra jamais son camarade de classe. En fait, Arnaud aurait mal vécu une rupture amoureuse. Déprimé, il serait rentré dans la région d'Agen chez ses parents. Début 2014, le jeune homme va mieux. Ses parents l'aident à trouver un emploi de manutentionnaire dans cette entreprise viticole à 2 pas de chez eux. Pierre-Philippe, son employeur, voit alors en lui un employé modèle. Un garçon calme, plutôt discret, réservé, bien élevé. Vraiment un comportement tout à fait lisse et standard, rien de notable. On a l'image d'un garçon qui était plutôt très bien intégré dans l'équipe avec laquelle il travaillait. Le chef d'entreprise offre même un CDI à Arnaud. Mais le 10 novembre dernier,
Le jeune homme, bien sous tout rapport, va avoir un comportement inhabituel. Ce jour-là, Arnaud, d'ordinaire inactif sur les réseaux sociaux, poste ce commentaire. Incroyable, impossible, ne fait plus partie de mon dictionnaire. Qu'a-t-il voulu dire? Le lendemain matin, il affiche cette photo sur son profil Facebook. Une ampoule, comme s'il avait eu une révélation ou une idée extraordinaire. Ce qui a changé ce jour-là, c'est qu'Arnaud aurait pris rendez-vous avec une fille avec laquelle il est en contact sur Internet. Est-il grisé par cette rencontre à venir? Un peu plus tard, ce même jour, il passe à l'action. Pour son rendez-vous galant, il se rend en pleine campagne, à Frégouville, à 2 heures de route de chez lui. C'est dans ce village qu'habite la jeune fille qu'il espère séduire. Seulement la journée ne va pas se passer comme il l'avait imaginé. A-t-il été trop insistant dans ses messages? Quand il se rend au domicile de la jeune femme, les gendarmes s'interposent. Comme le raconte Blandine Philippon, une journaliste locale. Quand il est arrivé, au lieu de tomber sur la jeune fille, il est tombé sur les gendarmes. Ils lui ont gentiment fait comprendre de laisser tomber avec cette jeune femme. Et manifestement, il n'a pas insisté et il a rebroussé chemin. Cette déception va tout déclencher. À partir de ce moment-là, le jeune homme bascule. Le soir même, il ne rentre pas chez lui. Il aurait passé la nuit dans sa voiture, à quelques kilomètres de là. Le lendemain, il aurait commencé son équipée mortelle. En 10 minutes, il se rend à Cazaux-Savès, là où se trouve le château de la vicomtesse. Dans le village, il aperçoit un vieux monsieur debout devant chez lui. Arnaud raconte alors avoir pris un sens interdit pour lui foncer dessus, ici, devant sa maison. Aux enquêteurs, il aurait déclaré « J'ai vu le vieux et j'ai voulu me le faire ». Arnaud Larieux se serait alors enfui et aurait abandonné sa voiture endommagée pour en voler une autre. Aux enquêteurs, il déclare avoir pris la direction du château de la vicomtesse. S'être introduit dans la demeure en brisant une vitre et avoir pris une grosse pierre pour la tuer. Arnaud Larieux ne vole rien et ne tente pas de s'enfuir. Il dit avoir commis les faits, mais ne donne aucune explication logique, selon Pierre Aurignac, le procureur de la République à Auch. Il ne donne pas d'explications qui soient entendables, sinon des explications délirantes sur les motifs de son geste, étant donné qu'il dit agir sous l'effet de voix qu'il entend. Les premiers éléments de l'enquête révèlent que l'année dernière, Arnaud Larieux avait passé 2 séjours en hôpital psychiatrique. C'est le seul argument de son avocat, Maître Martial. Arnaud Larieux aurait agi sous l'emprise de la folie. Il n'est jamais tranquille, parce que ces démons reviennent, et ces démons cognent, et cognent très fort. Pourquoi je suis à cet endroit de la campagne du Gers? Pourquoi je suis dans ce village? Pourquoi je suis dans cette demeure? Aucune explication. C'est la rencontre de la maladie mentale et du hasard. Arnaud Larieux n'est toujours pas mis en examen. Il a été hospitalisé d'office. Pour les enquêteurs, rien n'est fait. Coup de folie ou lien avec la châtelaine, le mystère reste entier.